Merci Gislain Pierre Dessonneau, que je vous propose de retrouver ce soir quand il sera 20h30 dans le cadre de l'émission La Reine qui reçoit comme invité Jean-Bruno Tagne. On accueille nos différents panélistes. Roger Kiak de Kiki, bonjour, bienvenue. Bonjour Boubangomna, millions de téléspectateurs, et je vous remercie de m'avoir convié à cet échange. 2450 soldats camerounais déployés par la force multinationale, on l'a appris cette semaine. Est-ce qu'on peut dire, au vu de ce déploiement de force, que les jours difficiles s'annoncent pour Boko Haram? C'est tout à fait prometteur et très rassurant, parce que le ventre mou de la lutte contre Boko Haram, c'était la mutualisation à la fois des forces, des renseignements et des moyens. C'est-à-dire que par les pays membres de la commission du bassin du lac Tchad concernés par Boko Haram, parce que le foyer principal de Boko Haram, c'est la forêt de Sambisa, dans le poteau du lac Tchad. Et je pense que les chefs d'État étant tombés d'accord, et vous savez que jusqu'à hier encore, les ministres, les responsables de la défense de nos différents pays, y compris le Bénin, qui s'est associé à ces pays, les bassins du lac Tchad, ont décidé donc de déployer leurs forces mutuellement. C'est une très bonne chose parce que, il n'y aura plus un problème de droit de poursuite. Dans le cadre de cette force-là, les forces peuvent mutuellement intervenir dans tous les pays sans besoin de droit de poursuite. 2, les renseignements seront mutualisés parce que on vous disait chaque fois qu'on arrête un Camerounais en N'Djamena comme étant l'un des piliers de Boko Haram, ayant des papiers à la fois camerounais et tchadiens, on vous arrête, vous voyez quelqu'un qui commet des actes au Cameroun et qui va se réfugier au Nigeria. Donc je crois que c'est une très grande avancée, et si les chefs d'État restent dans la même détermination, les jours de Boko Haram peuvent être comptés, parce que l'effervescence qu'on a vue au départ, parlant de Boko Haram, s'est amenuisée comme une peau de chagrin au fur et à mesure, et on voit ce groupe réduit à poser des actes spectaculaires, des actes terroristes spectaculaires, différemment à la confrontation armée qu'on a vécue au départ. Je pense que nous pouvons encourager nos différents chefs d'État, M. Bouhari, M. Paul Biya, Idriss Déby Itno, le président Issoufou Mahamadou du Niger, et puis Yahi Boni. On peut les encourager parce que la solution doit d'abord être africaine, la nôtre, avant de compter sur les Nations Unies et les forces d'ailleurs. Merci Roger Kiak de Kiki, deuxième invité sur ce plateau. Nous l'avons sorti de ses congés. Charles Tanganamanda, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Boubangomna, et mes salutations les plus cordiales au grand public qui regarde Canal Presse cette mi-journée. Les congés, vous étiez en congé, hein. Vous n'avez pas eu du mal à revenir sur ce plateau. Merci quand même l'honneur que vous nous faites de venir répondre à notre invitation. Avec vous, si vous le permettez, on reste toujours dans le cadre des armées, avec les 5 généraux qui ont été nommés par le président de la République et installés cette semaine par le Premier ministre. Oui, je voudrais dire que par rapport à mon congé administratif, c'est toujours avec un égal plaisir que je retrouve l'espace public pour partager avec mes compatriotes et le monde entier le regard que je pose sur les grands dossiers qui engagent la vie de mon pays. Je reste en congé administratif. Donc après cette émission, je suis reparti en campagne où j'essaie de vivre ces derniers jours. Maintenant, pour répondre à cette question d'entrée, à brûle pour point, ce que je voudrais dire, c'est que le chef de l'État du Cameroun, le président Paul Biya, si devant chef des armées, vient de répondre à un triptyque militaro-stratégique, à savoir arsenal de guerre sur le terrain, des troupes sur le terrain et des hommes pour commander les 10 troupes. Et l'installation des 5 généraux par le Premier ministre, chef du gouvernement, si vous voulez, conforte l'opinion publique nationale et internationale de ce que le chef de l'État camerounais tient résolument la main. Depuis les différents engagements pris, le sommet du COPAX, souvenez-vous de toutes ces sorties, j'ai envie de dire à ciel ouvert sur la place camerounaise, sur la place africaine et sur la place du monde. Lui, Paul Biya, est le premier à appeler à, si vous voulez, à une synergie d'ensemble, et le premier à annoncer l'éradication de Boko Haram. Et je pense que c'est de bon ton qu'il donna précisément lui-même le bon tempo de la marche. Et vous savez que tous les spécialistes en stratégie militaire ou militaro-politique vous le diront assurément, eh bien, les hommes appelés à commander les troupes doivent toujours être triés sur le volet. Et une guerre se gagne par la qualité des troupes, par la qualité des hommes qui dirigent ces troupes, et naturellement par la force de frappe et donc l'arsenal militaro-stratégique.
Voilà ce qu'il faut dire à brûle pour point. D'ailleurs, j'ajoute quelque chose parce que le général, ancien attaché militaire du Cameroun au Nigeria, Valère est celui-là qui sera le commandant en second de la force multinationale des pays du bassin du lac Tchad contre Boko Haram. Et tous, que ce soit en Valère qui a été d'un apport extraordinaire en termes de renseignement parce qu'il était l'attaché militaire, Monsieur Dobekroyo, qui est du bataillon d'intervention rapide, était un homme de terrain. Il était le second du colonel Abraham Sivan, que les gens se le rappellent bien. C'est un homme de terrain, un militaire, un homme de combat. Vous avez monsieur le général Djonkep. Ce sont des hommes qui ont travaillé sur le front de Boko Haram, des artilleurs qui ont piloté les équipes du RAS et qui ont terrorisé Boko Haram. Parce que ce que personne ne veut dire, on voit l'offensive des armées tchadiennes sur le terrain, mais personne ne souligne le rôle joué par l'artillerie camerounaise qui balisait, qui ouvrait le terrain, le rôle joué par le BI. Donc ces hommes-là qui ont travaillé pour remettre en route Boko Haram sont récompensés par le chef de l'État. Parce que pour la première fois, vous voyez des généraux, des colonels qui passent généraux à 58 ans, tout jeunes. Pas des généraux qui vont rester dans le bureau à Yaoundé pour donner des consignes, mais des hommes qui sont au front, qui sont sur le terrain. C'est le cas d'ailleurs, des hommes de combat. Du général Kodi. Oui, bien sûr. Kodi Jacob, c'est un artilleur de premier point. Je voulais terminer en appuyant ce que Roger Kiyek dit, c'est que, évidemment, on attend de lire la chronique médiatique sur ces événements. Vous voyez, M. Bouba, vous venez de le préciser à juste titre. Les 5 généraux ont été installés par qui? Par le Premier ministre du gouvernement de la République. J'en appelle donc maintenant, si vous voulez, au regard des plus rationnels, de la chronique médiatique nationale sur le front de guerre, pour que vous essayez de mettre en vitrine la répartition des rôles républicains au niveau du management public. Un coup, c'est le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense qui est au front. Un coup, c'est le Premier ministre qui est au front, c'est le chef de l'État qui reprend la main. On va donc dire terminé. La polémique parfois inutile qui veut que où est le chef de l'État, etc. Vous voyez la répartition des rôles, des tâches. Cela est important, pour nous qui sommes des leaders d'opinion, de le dire, de le relever dans l'espace public. Merci. J'accueille le 3e invité sur ce plateau, Georges-Alain Boyomon. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Alors Claude, merci pour l'invitation. Comment il se porte ce jour, se porte bien? Oui, je pense qu'en qualité de président du club des journalistes politiques, je peux rassurer et les membres et les sympathisants que ce club se porte parfaitement bien. D'ailleurs, l'acte fondateur le plus éclatant que nous allons poser, c'est ce café politique qui sera organisé samedi prochain, le 29 août, à Bamenda, avec comme premier invité le leader de l'opposition camerounaise. Il s'appelle Nidjon Fundi. Nous allons organiser ce café politique à Bamenda. Étant donné que ce club est constitué de pratiquement de tous les journalistes qui exercent dans le segment politique de nos différents médias, ce sera donc un événement majeur. Nous avons choisi Bamenda parce que Bamenda est une place forte de l'activité politique au Cameroun. Je parle sous le contrôle de Charles Tanamanda. Le RDPC a été créé le 24 mars 1985 à Bamenda. Le SDF également a été lancé à Bamenda en mai 1990, donc nous avons choisi de lancer ce café politique à Bamenda. Nous ne sommes pas politiques. Je voudrais dire que nous sommes apolitiques, il faut le préciser, je m'en voudrais ne pas le signaler. Nous commençons par le leader du SDF, mais après, nous avons des contacts avancés avec des personnalités du RDPC, Madame Koutès, par exemple, Madame Célestine Ketcha Koutès, qui est maire de Banganté et présidente du réseau des femmes maires du Cameroun. Nous avons également des contacts assez avancés avec Maurice Kamto, le président du MRC. Ça fait que forcément, le meilleur est à venir pour le club des journalistes politiques. Avec votre permission, rendons-nous du côté du Gabon où Ali Bongo veut partager une partie de son héritage avec la jeunesse. Quel commentaire vous inspire cette façon de faire d'Ali Bongo? Je pense qu'a priori c'est un acte à saluer. Nous savons tout l'attachement que Ali Bongo a pour la jeunesse. Je vais citer 2 actes simplement. Je me rappelle de son discours Africa 21 qui a eu lieu à Yaoundé. Il avait été très applaudi. On sent bien que
il est vraiment porté vers l'épanouissement de la jeunesse. Je vais également citer un autre acte qui concerne le sport. Je sais que vous aimez le football. En l'espace de quelques années, le Gabon reçoit 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ce n'est pas rien parce qu'un certain pays voisin reçoit 2 Coupes d'Afrique des Nations en 49 ans. Donc on ne peut pas négliger l'acte que M. Bongo pose pour sa jeunesse. Maintenant, il va de soi que cet acte arrive dans un contexte précis. C'est pour ça qu'on se demande si c'est une restitution des biens aux ayants droit, c'est-à-dire à la jeunesse. Vous savez, M. Bongo est poursuivi pour bien mal acquis. Des biens qui appartenaient à son père, des biens qui appartenaient à la famille. Nous sommes également dans un contexte politique. M. Bongo est candidat à sa propre succession, donc ça peut être un acte électoraliste. Nous savons également que M. Bongo garde en travers de sa gorge le livre de Pierre Péan, dans lequel il est dit qu'il est nigérian. Alors il veut bien montrer qu'il est gabonais. Tout cela, ce sont des éléments d'analyse qui ne doivent pas être occultés au moment où la famille Bongo décide de donner une partie. Je dis bien que ce n'est qu'une partie pour le moment parce que tout l'héritage Bongo, c'est quelque chose de pharaonique. Et donc ce n'est qu'une partie de cet héritage qui sera manifestement partagé avec la jeunesse. Merci Georges Alain. Dieudonné Somba, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba, salut également nos téléspectateurs. Économiste de formation, ancien cadre au Minepat. Je vous accueille avec le centre des urgences de Yaoundé qui est opérationnel depuis cette semaine. Qu'est-ce qui va changer concrètement, selon vous, en matière de prise en charge de malades en situation d'urgence au Cameroun? Oui, mais disons que puisque ce centre-là a été créé, il offre donc certainement beaucoup plus de possibilités de prise en charge des urgences. On espère donc que ce secteur, notamment des soins, va connaître une considérable amélioration, en espérant que les promesses faites seront effectivement tenues sur le plan opérationnel. Donc, je crois que... Vous êtes sceptique? Non. Non, je ne peux pas commencer à juger, mais il est évident qu'on doit être assez perspicace lorsqu'on voit généralement le décalage qu'il y a entre les annonces qui accompagnent la réalisation d'une opération de ce genre et sa mise en œuvre effective. Mais je pense quand même que l'offre en termes de services d'urgence sera accrue. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Merci cher monsieur d'être venu. On complète le reste de l'actualité traitée par les confrères et c'est dans cette revue de presse feuilletée pour vous, par nous, avec Debo Harley en début. Le fait de la semaine, forcément dans les forces de défense et la remise des attributs aux 5 nouveaux généraux de brigade, c'est à la une de Cameroun Tribune, cérémonie présidée vendredi dernier par le Premier ministre chef du gouvernement. Les 5 officiers également à la une de Horizon Plus Magazine pour qui leur promotion participe du rajeunissement même de l'armée camerounaise. Même si pour mutation la gendarmerie nationale semble avoir été oubliée dans cette nomination, pourtant ce corps est en attente des remplaçants des généraux Mamou Defo et Mohamedou Amadiko décédés. En tout cas pour Cameroun Tribune, avec cette nomination, le commandement de la force multinationale mixte dans la guerre contre Boko Haram affiche complet puisque certains des généraux font partie de cette équipe. Force multinationale paraît donc le centre des urgences de Yaoundé, inauguré par le Premier ministre chef du gouvernement. Philmon Yang qui reprend la main selon le défi actuel, moqué hier pour son manque de caractère. Le Premier ministre chef du gouvernement s'attelle désormais à réaffirmer son autorité sur ses collaborateurs. Hypothèse que ne partage pas Émergence, qui constate au contraire que les clashs entre le Premier ministre et ses ministres, entre ceux-ci et leurs collaborateurs, s'érigent ces derniers temps en modèle de gouvernance. C'était le cas de la FECAFOOT depuis 2 ans, avant que les parties prenantes ne s'accordent pour le partage des postes à la maison de Tchinga. Mais, rappel au jour, cet arrangement n'est pas du goût de tout le monde. Certains promettent d'ailleurs de se venger, espérant que le sang ne va pas couler, comme semble dire Émergence, dans le cadre du renouvellement du bureau des organes de bas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Là-bas, selon notre confrère,
C'est un responsable du parti promet déjà d'user de tous les moyens, même les plus inimaginables, pour contrôler leurs circonscriptions respectives. Restons au siège du RDPC, au Palais des Congrès, là-bas d'immutation, le Sénat priait de faire bagage pour non-paiement de loyer. Le directeur général du Palais des Congrès de Yaoundé invoque plutôt la réhabilitation de l'immeuble pour insolvabilité, renchérit notre confrère. Le RDPC et le Sénat font perdre 318 millions de francs CFA en un an au Palais des Congrès. Parlons justement des chiffres avec un économiste en petite une du même numéro de mutation pour comprendre que le produit intérieur brut du Cameroun a chuté de 4,5% en décembre 2014 à moins 1,1% au premier trimestre 2015. Pour Dieudonné et Somba, la crise du Cameroun sera pire que celle de la Grèce. Eugène Nyambal, un autre économiste, va dans le même sens. Au pied de une d'un autre numéro de mutation, pour l'ancien cadre du FMI, l'ordonnance du chef de l'État sur l'emprunt obligataire de 1700 milliards en 2015 est une fuite en avant pour l'État du Cameroun. L'État qui devait plus de 196 milliards de francs CFA à Thales du nom de cette entreprise française qui était chargée de fabriquer nos cartes d'identité et dont le mandat a été rompu par le gouvernement. Et pourtant, constat de mutation, la même France aurait fait des pressions sur le Cameroun pour reprendre ce marché à travers une autre société au moment même où les négociations avec une société espagnole étaient en cours. Sortons du journal et feuilletons le livre du professeur Asongani qui prédit la disparition du SDF et on retrouve l'information dans The Guardian Post avec le professeur Eni John Fundi en grande une. Drama at Book Launch, Asongani meet Waterloo in Bamenda. Bamenda justement menacé d'être coupé du reste du pays, dit notre confrère au pied de une. Le jour affirmatif dit que le chef-lieu de la région du Nord-Ouest est coupé du reste du Cameroun à cause de l'état impraticable de la route Babadjou-Santa-Bamenda. Rien à voir cependant avec l'arrivée annoncée du président du Niger au Cameroun. Selon Tribune d'Afrique de Faustin Djikam, Mahamadou Issoufou est attendu à Yaoundé dans les prochaines semaines pour une visite de travail. La diplomatie entre les deux pays est au beau fixe. Au moment où des diplomates camerounais sont priés de quitter le territoire canadien, le gouvernement canadien, justement, selon Émergence, trouve qu'il réside dans ce pays depuis trop longtemps. Du Canada en Turquie, où le jour enquête sur l'exil de la famille de Stéphane Mbia, les médias ont annoncé que le joueur a fait partie des proches dans le pays à la suite d'une attaque de Boko Haram dans son village. Le jour s'est rendu respectivement au domicile des parents et à l'ambassade de Turquie. Là-bas, justement, l'ambassadeur turc au Cameroun s'est dit gêné par cette affaire, invitant au passage le capitaine des Lions Indomptables à dire la vérité aux Camerounais. La vérité, c'est que Tchimevouna a repris des plus belles avec les casses à Yaoundé et l'appel mécanique ravageuse laisse des familles et commerçants aux abois. L'image de la semaine, proposée par Bibi du quotidien Le Jour, vous le voyez, s'intéresse à la télévision numérique terrestre qui met en désaccord Issa Chirouma Bakari et lui Paul Motazé. Le secrétaire général des services du Premier ministre dit à travers cette caricature qu'il y a une seule télécommande pour ce Gombo TV. Le ministre de la Communication dit dans ce cas garder son décodeur, difficile à dire, qui contrôle vraiment cette TNT. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci Debo Harley, un DB que je propose de retrouver dimanche prochain. On prend maintenant la première thématique consacrée à l'économie. Nous avons intitulé cela Cameroun, endettement et train de vie de l'État. Nous avons la chance d'avoir un économiste sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Monsieur Dieudonné Somba. Le Cameroun va s'endetter à hauteur de près de 1700 milliards de francs CFA en 2015. Est-ce que le montant de cette dette ne vous inquiète pas? Non, ce n'est pas le montant qui inquiète, c'est plutôt la dynamique. Parce qu'il vous souvient que le pays avait connu pratiquement 20 ans de crise d'endettement, à la suite d'un ajustement structurel particulièrement éprouvant. On a parlé de sacrifice. La dette a été annulée, elle a été portée à moins de 10% du PIB. Aujourd'hui, on a repris, après avoir pris un certain nombre de dispositions pour empêcher que la dette ne s'accélère. Mais on voit aujourd'hui qu'elle est en train
de prendre une vitesse exceptionnelle. C'est-à-dire que les mécanismes qui pouvaient retenir le mécanisme de surendettement sont en train de sauter. Et nous nous emballons désormais vers ce qu'on appelle les phases pathologiques de l'endettement. Qu'est-ce qui peut justifier cela par les mécanismes qui sont en train de sauter? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, c'est les mauvais choix stratégiques qui ont été faits dans le choix du programme de développement économique qui a été initié juste après le point d'achèvement en 2006. Parce qu'on a trop mis l'accent sur la production du revenu. C'est-à-dire qu'on dit on va créer des infrastructures, on va produire le revenu. Or, en macroéconomie, il faut toujours tenir compte de deux choses. La production du revenu et l'utilisation du revenu. Autrement dit, si vous produisez un revenu qui a pour effet de se déverser à l'extérieur en achat de biens importés, vous déséquilibrez votre balance commerciale. Et là, pour un pays comme le Cameroun, soit vous décusez votre propre liquidité, soit vous vous endettez, soit si on avait une monnaie souveraine, on l'aurait dévaluée. De toute manière, lorsqu'on a configuré un programme économique, on a pris un choix qui portait essentiellement à satisfaire les besoins de consommation du Cameroun par l'extérieur. Alors qu'il n'y avait pas de contrepartie en termes de vente. Automatiquement, on crée une série de phénomènes qui aboutit à la situation actuelle. Parce qu'avant, la dette était prise essentiellement pour réaliser des investissements. Aujourd'hui, la dette est prise aussi pour entretenir le système productif lui-même. C'est-à-dire que, et là, lorsque vous avez créé un système productif qui ne fonctionne qu'à partir des importations, à un certain niveau, même si vous n'êtes pas endetté, le système va vous endetter. Parce que comme le système ne fonctionne qu'à travers des importations que vous n'êtes pas capable de payer, ça se traduit dans ce qu'on appelle le déficit de la balance courante. Et ce déficit va donc se transformer en dette. Il ne faut pas croire que lorsqu'on a le cas comme la Grèce aujourd'hui, ou les cas qu'on avait eu au Cameroun et autres, dans les années 80, ça ne veut pas dire qu'on veut être endetté, non. Il y a une phase de la dette où on est maître de son destin. Ensuite, passé cette phase, on aboutit à une spirale dans laquelle vous ne contrôlez plus rien. Parce que pour le système, lui, doit fonctionner. Et pour qu'il fonctionne, il doit prendre les choses à l'extérieur. Et chaque fois qu'il prend les choses à l'extérieur, il endette le pays et le système s'emballe. Nous nous trouvons malheureusement dans la deuxième situation. Allons voir avec le spécialiste en politique publique sur cette question. Le gouvernement a besoin d'argent pour mettre en œuvre, par exemple, le plan d'urgence. Peut-on dès lors parler d'une démarche justifiée et légitime? Je pense que c'est une démarche qui se devrait d'être justifiée, légitime, mais davantage encore rationnelle. Rationnelle pourquoi? Parce que le gouvernement de la République, dans le cadre du vaste projet de société proposé par le candidat nouvellement élu par le peuple camerounais le 9 octobre 2011, candidat à la tête du pays, le président Paul Biya, à savoir le vaste programme des grandes réalisations. Eh bien, si vous voulez, au cœur de ce projet de société, il y a tous les économistes, les spécialistes en la matière se sont accordés sur la nécessité premièrement, de permettre à notre pays d'asseoir des leviers de l'accélération de sa croissance économique. Et en cela, précisément, il fallait trouver des surcroîts ou des flux financiers pour précisément donc financer le vaste programme des grandes réalisations en termes de projets structurants à travers le pays. Projets structurants avec pour quelle finalité? Création des emplois. Projets structurants avec pour quelle finalité? Développement de notre pays. Parce qu'au cœur justement de ce projet de société, le programme des grandes réalisations, il y a eu un concept fort, le Grand Cameroun. Comment bâtir le Grand Cameroun? À l'instar justement des grandes nations émergentes d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, si vous voulez, des pays du BRICS, Brésil, Chine, Russie, etc. Je pense que le modèle Cameroun, sans trop calquer vers ces pays suffisamment déjà avancés, se voulait de s'arrimer dans cette optique-là. Économiquement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que dans les caisses de l'État,
il n'y avait pas le flux nécessaire pour cela. Et tous les pays au monde qui se sont développés en faisant aussi appel au flux des capitaux extérieurs, en s'adossant sur des emprunts contactés auprès des amis. Tout se remet donc à la rationalité que j'évoquais, à savoir d'abord la bonne gestion. Et c'est là qu'arrivent les notions de politique publique. C'est-à-dire que le nœud gordien de tout cela ne voit pas seulement l'aspect endettement, parce qu'on peut, même dans nos ménages simples, si vous savez vous savez contacter les emprunts, vous savez rembourser, vous faites l'équilibre entre votre façon de consommer, votre façon justement de pouvoir... Il n'y a aucun souci. Le problème maintenant, donc, c'est la mise en œuvre de ces diverses politiques publiques, la mise en œuvre par des acteurs. C'est ici que sont donc interpellés les divers acteurs, comme disent les sémioticiens, les différents acteurs sur le chantier de la mise en œuvre de ces vastes projets structurants et davantage encore ceux qui tiennent justement cette assiette financière en termes d'endettement à contracter et surtout en termes de prévision de remboursement. De ma part, je pense qu'en lisant intramuros au sein de l'appareil administratif, tout ce qui a été mis en place, il n'y a véritablement pas de quoi fouetter un chat. Je crois qu'on évaluera dans quelques années pour voir si ce qui a été fait aujourd'hui l'a été fait avec un minimum de rationalité ou de la rationalité requise. Ok, pour reprendre les deux expressions, d'abord celle de Charles Tangaramanda, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Dieudonné Somba, lui, économiste, estime, Roger Kiek, c'est pour vous relancer sur cette question, qu'il n'est pas du tout mauvais de s'endetter, mais ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait de la dite dette. Est-ce que c'est une option que vous partagez? Moi, j'aimerais bien fouetter le chat. Il faut fouetter le chat parce que le Cameroun en tant que lui-même, j'ai envie de rêver quand j'ai écouté Tangaramanda, le grand Cameroun, on en rêve tout le temps. Mais le Cameroun est en surliquidité, aller à la BEAC, c'est-à-dire que nos taux de stockage là-bas. Mais le niveau d'endettement du Cameroun est soutenable. C'est-à-dire que nous n'en avons même pas emprunté assez. Nous pouvons encore emprunter. Mais emprunter, pourquoi faire? Avons-nous nous-mêmes la maîtrise de notre destin, comme Essomba l'a dit? Quels sont les choix stratégiques de notre endettement? Je vais vous dire tout simplement. Le président avait délimité son périmètre stratégique quand il battait campagne pour être réélu à la dernière élection présidentielle. Et son entourage, les ministres en charge de ces grands dossiers, ont parlé des agropoles. Des agropoles. Le président a dit que nous importons ce que nous pouvons produire. Nous passons le temps à manger ce que nous ne produisons pas. Des centaines de milliards pour importer le riz que nous pouvons produire localement. Des huiles végétales que nous pouvons produire localement. On vous a parlé des endettements auprès de Exim Bank of China, Exim Bank of India, pour lancer des agropoles dans le domaine manioc, le programme manioc, le programme plantain, la banane douce, le riz. Mon Dieu, que d'annonces. L'argent a été contracté auprès des banques indiennes et chinoises. Boubangomna, pouvez-vous me faire le bilan aujourd'hui? Pouvez-vous m'amener dans ces bassins agricoles pour me montrer le manioc, pour me montrer du riz? Mais pendant ce temps, nous autres, journalistes d'investigation, nous savons, des gens importent des bateaux de riz, des bateaux de sucre, alors que nous pouvons produire du sucre. Et quand vous regardez derrière, vous trouvez des complicités avec des membres, des pontes du régime, des membres du gouvernement, des membres des grandes familles. Ça, c'est du pertinent. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand vous allez, Dieudonné Somba pourra me demander, il est économiste, vous allez à Exim Bank of India, prendre de l'argent pour mécaniser, soi-disant, votre agriculture et construire une usine de tracteurs. Eh bien, les Indiens vous donnent de l'argent à un taux d'intérêt tout à fait précis parce que vous allez le rembourser et vous allez payer les intérêts. Maintenant, ceux qui sont allés parler au nom du Cameroun, les actants, au lieu de mener une bonne négociation, au lieu d'avoir des choix stratégiques, les meilleurs choix d'utilisation, prennent d'abord ce que vous appelez des bacs-chiches, des valises bourrées d'argent. Ensuite, au lieu de prendre une usine que vous allez monter dans des bassins de production, c'est-à-dire que si vous voulez faire dans du riz, vous ne prenez pas une moissonneuse, batteuse, qui récolte du riz pour la construire, pour la monter à Ebolova. Vous allez la monter à Yagua.
Vous allez la monter en DOP. Parce qu'une fois que vous avez monté une moissonneuse batteuse à Ebolova, mais mon Dieu, il vous faut quoi? Des hélicoptères, des bateaux pour transporter. Comment Bouba pouvez-vous transporter une moissonneuse d'Ebolova pour Yagua? Conséquence, mauvais choix stratégique, mauvaise utilisation de la dette. Les moissonneuses en question pourrissent du côté à Ebolova, qui n'est pas le bassin agricole de production adapté. Vous avez fait un très mauvais endettement que les générations futures vont rembourser et les gens s'en sont mis pour les poches. Et à ce rythme-là, on se demande pourquoi continuer à gaspiller, pourquoi continuer à s'endetter pour rien. Avons-nous la maîtrise de notre destin, comme disait Dieudonné Ti et Somba? Alors, Georges-Alain Boyomo, dans le cas du Cameroun, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'un endettement va nous contraindre à un nouveau plan d'ajustement structurel? C'est justement cela la crainte. C'est pour ça que j'estime qu'il n'y a pas un seul chat à fouetter, mais des chats à fouetter sur la question. Roger a dit quelque chose d'important. Le seuil de soutenabilité de notre dette n'est pas encore atteint. C'est-à-dire que je pense que nous sommes à 20%, oui, alors que le seuil qui marque, qui doit pousser à être à l'armée, c'est 70%. Oui. Nous sommes même à moins de 20%. Au niveau de la CEMAC. Maintenant, est-ce que en interne, on ne pouvait pas gérer un certain nombre de besoins en tenant compte de ce que nous avons déjà? Je pense notamment à des économies qu'on peut réaliser si on réduit le train de vie de l'État. Je pense notamment à des économies qu'on peut réaliser si on lutte effectivement contre la corruption. En réduisant les importations. Voilà. Sur le train de vie de l'État, vous voyez bien que depuis un certain temps, depuis des années, nous sommes dans des incantations. La dernière fois où on a parlé le président de la République a parlé du train de vie de l'État, c'était le 3 décembre 2014, au cours du dernier conseil ministériel qui s'est tenu au Palais de l'Unité. Le président a demandé qu'on réduise le train de vie de l'État. Et il y a eu un conseil de cabinet le 17 décembre 2014 où il a été demandé au ministre des Finances de proposer une feuille de route en vue de réduire ce train de vie-là. Les propositions ont effectivement été faites, mais jusqu'aujourd'hui, aucun élément palpable ne prouve que ce train de vie de l'État a été réduit. On a toujours les mêmes dépenses. J'ai lu à la une d'un journal la dernière fois qu'il y a 2 véhicules appartenant à une haute autorité de la place qui ont coûté 700 millions. Alors vous imaginez ce qu'on peut faire avec 700 millions en termes de réalisation de bitumage des routes, de construction de forages, de construction de salles de classe. Je pense que sur la base d'un certain nombre de choses, notamment ces besoins pour le plan d'urgence qui doit être réalisé et la guerre contre Boko Haram qui nous prend beaucoup de ressources, je peux également citer la baisse des recettes pétrolières. Le Cameroun devait avoir le courage de réduire véritablement son train de vie de l'État. Or, ce qu'on constate, c'est que nous sommes manifestement dirigé par un syndicat de jouisseurs insatiables qui ne pensent qu'à s'en mettre plein les poches et en même temps on demande au peuple de se serrer la ceinture. C'est ça le problème. Donc l'endettement, et là je suis d'accord avec Charles Atanamanda, n'est pas mauvais. Maintenant c'est dans la mise en œuvre. Comment on fait pour utiliser cet argent? Et surtout il faut bien se dire qu'en 2035, beaucoup de ceux qui nous dirigent ne seront plus vivants, on ne leur souhaite pas la mort. Mais ce sont les générations futures. Ce sont les générations futures qui vont payer cette ardoise-là. Et on ne peut ne pas s'alarmer, on ne peut ne pas fouetter ce chat-là, parce qu'effectivement, il faut le fouetter. Et puis, je finis par quelque chose. Les 1700 milliards la dette de 1700 milliards est contractée parce qu'on n'a pas pu insérer le plan d'urgence dans le budget, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à concilier les deux. Or, ce plan d'urgence est annoncé depuis le 31 décembre 2013. Entre-temps, tout le potentiel intellectuel du gouvernement, on imagine. Vous imaginez les grands anciens d'université qui sont au Palais de l'Unité, au ministère des Finances, tous ces experts en matière de budget et autres. Comment, entre 2013, le 31 décembre 2013, nous sommes en août 2015, comment on n'a pas pu insérer ce plan d'urgence dans la loi des finances? Et maintenant, on est obligé de se tourner vers des gens qui doivent nous donner de l'argent. Cela inquiète effectivement parce que, comme Dieudonné Sombala dit, on a quand même passé 20 ans d'ajustement structurel entre 1986 et 2006. Juste 10 secondes. À ce sujet du plan d'urgence, regardez un peu ce qui peut être incongru. On promulgue la loi de finances et quelques temps après, on vous annonce un plan d'urgence. Un plan d'urgence de manière tout à fait claire. Ce sont les secteurs sociaux. C'est-à-dire que la santé, l'éducation, l'agriculture, on aurait pu y réfléchir directement en élaborant ce budget. Ce qui entoure le président et qui l'amène
parfois à poser ces actes-là, veulent laisser croire que le bateau n'est pas dirigé. Parce qu'en réalité, on aurait pu éviter quelquefois cela. C'est-à-dire, vous savez, je rêve de ce grand Cameroun-Tchad. Mais il y a des choses qu'on peut éviter parce qu'il y a toute une technostructure en back-office qui travaille pour le président, qui entoure le président, qui doit l'amener à apporter un certain nombre de correctifs à temps. Ok, on va évoluer maintenant avec vous, Dieudonné Issomba. Qu'en est-il du budget d'investissement public qui affiche toujours un taux de consommation bas? Ne faut-il pas, par exemple, agir aussi sur ce levier pour booster le développement? Non, je crois que en réalité, nous partons sur un très grand nombre d'ignorances. Et je crois que c'est ça qui va précisément nous basculer vers la crise. Le Cameroun est déjà trop endetté, techniquement parlant. Mais ce n'est pas cette dette contractuelle qui est un problème. Ce n'est pas le fait que les pouvoirs publics aillent chercher l'argent pour les infrastructures qui constituent la menace de la dette. Il faut qu'on le comprenne très bien. Ce qui entraîne la dette, c'est ce qu'on appelle les bilans devises des projets. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez un réseau électrique, vous avez mis sur pied un réseau électrique. Nous avons développé les barrages. Le fonctionnement du réseau électrique va demander de manière directe l'importation en permanence des transformateurs, des turbines, des fils. Donc, et ça, c'est permanent. Ça, c'est un premier flux d'importation permanent. Ensuite, de manière directe, indirecte, l'électricité additionnelle va créer un flux d'achat des congélateurs, des frigos, des téléviseurs et toutes les machines électriques. Ça, c'est le second flux d'achat en termes d'importation. Et le troisième flux, c'est que le réseau électrique va créer des emplois. Les gens qui ont ces emplois auront un revenu et ils vont utiliser ce revenu-là pour acheter les choses à l'extérieur. Ce sont ces importations induites qui basculent le pays dans la crise. Ce ne sont pas les dettes directes, non. La balance commerciale est c'est-à-dire, en réalité... Parce qu'en réalité, si nous produisions aussi... Le réseau, tout ça à la fois. Tout à fait. Le réseau électrique crée un flux d'importation qui n'est pas compensé par les exportations. Très bien. Ça se traduit donc par un déficit de la balance courante, et c'est ce déficit de la balance courante qui génère la dette pathologique. Donc, c'est pour ça que le débat sur on est parti prendre tant d'argent, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est que est-ce que le bilan devise des projets réalisés est équilibré? Tout le monde sait que ce n'est pas cela. Est-ce que la création... Nous l'avons dit. Attendez, est-ce que le fait qu'on développe ces infrastructures fait que le pouvoir d'achat généré par ces infrastructures est réinjecté dans le système? Non. S'il n'est pas réinjecté dans le système, le pays ne peut pas échapper à la crise. Alors, si en revanche réinjecté, eh bien le système est bon. Vous gardez la parole parce que je vous relance à ce sujet parlant de la caisse autonome d'amortissement qui souligne que le gouvernement entend porter son seuil d'endettement à 35% à l'horizon 2017, soit une mobilisation de plus de 5 000 milliards de francs CFA. Qui va payer la note? Non, d'abord, ce n'est pas... On ne peut pas atteindre ce seuil sans que l'endettement pathologique se déclenche. C'est ce qu'on oublie. Ça veut dire que lorsqu'un pays comme le Cameroun a déjà atteint 30%, il est en danger de mort. Parce qu'à ce moment-là, les 30% ont déjà développé un système productif qui est devenu trop dépendant de l'extérieur. Tout à fait. Et c'est les besoins de fonctionnement des systèmes productifs qui vont le basculer dans la crise de manière à ce que, arrivé à 40%, il ne se contrôle plus. Ça va de 40, 50, 60. Le système va s'emballer. Ça s'emballe. Au fond, il ne se contrôle plus. Donc, il y a une phase de contrôle de la dette. Et c'est dans cette phase-là qu'il faut avoir des programmes équilibrés. Et les programmes équilibrés, ça se lie dans la production elle-même. Parce que lorsque vous laissez votre système productif ouvert comme le Nord, où la brocante et la pacotille détruisent tout le système, lorsque la haute élite détruit les mères de devises à travers les VX, les champagnes hop, le système ne retient pas son propre pouvoir d'achat. Et cette incapacité de retenir le pouvoir d'achat
est égal à la crise. Alors, ce que dit Dieudonné Somba est certainement pertinent et même inquiétant en même temps. Alors, Charles Atangaramanda, dans ce contexte actuel, est-ce que le gouvernement ne peut pas réaliser des économies en combattant à fond la corruption, par exemple, et surtout détournement de deniers publics? Oui, je pense que c'est la voie. Et le gouvernement de la République n'aura pas attendu que M. Bouvangona posât ce problème sur sa table de travail cette demi-journée pour que cela fût. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quasiment depuis les années 2000. Je me souviens, en 2001, j'étais encore chef de la cellule de la communication au ministère de la fonction publique. C'est de l'histoire. De l'histoire récente et importante qu'il faut partager avec le grand public. Le vaste programme d'assainissement de fichiers soldes des personnes de l'État. Tout part de là, parce que quand nous parlons, par exemple, de la réduction du train de vie de l'État, dans le concept État, nous ne voyons pas seulement des gouvernants de la première ligne. Il y a toute cette masse de salariés de la fonction publique de l'État, précisément, qui émerge dans, si vous voulez, dans l'assiette officielle de la République. L'assainissement du fichier solde, où vous retrouviez avec des milliers de fonctionnaires fictifs qui émergeaient, des gens qui ne produisaient rien pour le pays, mais avec un système mafieux, il faut dire des choses comme elles sont. Eh bien, le président de la République a frappé du poing sur la table. Il a demandé que la fonction publique soit réformée. Il a demandé qu'il y ait cet assainissement du fichier solde des personnes de l'État. C'est pas moi qui viendrai vous dire que toutes les économies qu'on aurait pu y faire. Je me souviens qu'au bout, par exemple... Est-ce que ce que vous dites sur aucune économie? Attendez, précisément, nous allons y arriver. Je me souviens quand cette opération est lancée. Vous savez, quand vous parlez, je vous écoute. Moi, je vous relance tout simplement. C'est Georges Alain qui... alors, je disais que, très sérieusement, je disais que, je me souviens, il y avait un ministre qui était à la fonction publique entre l'année 2004 et l'année 2006. Au bout de l'assainissement de 13 ministères, 13 ministères, 4 ministères, des petits porteurs, on parlait déjà de 13 milliards de francs, justement, qu'on a pu collecter dans cette opération d'assainissement du fichier solde, parce qu'il s'agissait de quoi? Il s'agissait simplement, de maîtriser les effectifs, n'est-ce pas, des personnes de l'État, deux, de maîtriser la masse salariale y afférente. Première opération loupée, parce que ce qui va se passer après, c'est que les responsables de l'État vont se marcher les uns sur les autres. Il y aura des connexions et des interconnexions pour bloquer l'assainissement du fichier solde. Résultat, vous vous rendez bien compte plus tard que le président de la République aura toute l'information. Et si vous regardez, c'est un grand dossier dit opération épervier. Il en est qui se trouvaient dans cette affaire de blocage de l'assainissement du fichier solde qui auront rendu gorge. Deuxième étape maintenant, s'agissant précisément des gouvernants. Quand on parle de la lutte contre les prévaricateurs, contre, n'est-ce pas, la corruption massive, contre tous ceux qui ont fait même bas sur la fortune publique, il est constant. Il est constant aujourd'hui, franchement, que parfois la crainte que moi j'ai, c'est que l'État soit moins pauvre que certains particuliers. Vous avez le sentiment, en regardant autour de vous, qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, certains individus sont devenus, à un moment donné, plus fortunés que l'État. Et c'est pour cela que le vaste mouvement, la vaste opération baptisée par les médias opération épervier, qui est en fait, n'est-ce pas, une opération d'assainissement de la gestion des affaires publiques au Cameroun, eh bien, vous, des médias, qui à un moment donné même avaient failli fragiliser l'autorité de l'État en disant que c'était devenu une affaire politique, une affaire d'épuration politique, il n'en était rien. Vous revenez dessus, M. Bouba, je suis d'accord avec vous, oui, la lutte contre la corruption devrait permettre précisément de faire des super profits, parce que le Cameroun est loin, mais alors très loin d'être pauvre, parce que nous avons des moyens, et qu'à un moment donné, ceux qui ont le privilège d'être proches des caisses de l'État, ou de les tenir, ou de tenir des clés, vous choisirez, eh bien, n'ont pas toujours été au niveau de la mise en œuvre, n'ont pas toujours brillé par l'orthodoxie attendue par la plus haute autorité de l'État, qui seule répond devant le peuple camerounais. Voilà, c'est vrai, hein, ce que vous dites est tellement pertinent qu'il y a des individus qui menacent même à être plus riches que l'État dans notre pays. Roger Kiek, on reste toujours au niveau du train de vie de l'État. Je vous relance sur la question, par exemple, la baisse des recettes pétrolières et surtout les contraintes de la guerre contre Boko Haram. Pourquoi le gouvernement ne réduit pas son train de vie résolument? C'est une très bonne question et je dirais, après avoir écouté mon frère Charles Atangaramanda, que
Je sais que cette fois-ci, vous m'avez bien écouté, parce qu'on dit tous la même chose. Non, parce qu'à chaque fois, il défend. L'ambassadeur, on est tous d'accord. L'ambassadeur Nils Marquardt des États-Unis en avait discuté avec moi. Voilà. Le Cameroun est une bassine trouée. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas colmaté la brèche, assainissement du fichier, machin, vous remettez, tout ça, repart. Tout ça a loupé, Les mêmes individus reprennent le même argent et ça ne sert à rien de récupérer de l'argent quand on n'a pas bouché les trous de la bassine qui est trouée. Tout à fait clair pour vous dire que... C'est un tonneau de Danaïde. En réalité, c'est un tonneau de Danaïde. Alors, le train de vie d'État, c'est une nébuleuse. On avait vendu des voitures administratives dans ce pays, des Lada, etc., pour plus tard acheter des bolides et des fusées. Vous comprenez que il y a des ministres qui envoient leurs enfants à l'école en Porsche Cayenne, à Fustel de Poulange. Vous voyez ces voitures CA qui transportent du bois pendant le week-end, etc. C'est aller dans les ministères, passer en voiture pour vous regarder, c'est éclairé toute la nuit dans les bureaux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réduire le train. Dans tous les pays sérieux, au Nigeria, le président a réduit son salaire quand le nouveau président Buhari a réduit son salaire, a réduit les avantages d'un certain nombre de ministres. Dans tous les pays, du fait de l'austérité, on a pris des mesures pour consommer moins et produire. Nous ne produisons pas. Nti Somba vous l'a dit. Quand vous avez Polytechnique qui, en 50 ans d'indépendance, vous avez une école d'ingénieur et que vous êtes incapable de fabriquer des compteurs électriques, ça pose un problème. Le président Yaradoua vient d'interdire l'importation de la quincaillerie et de la brocante dont il parlait là. Il dit, le président Buhari, il dit désormais, nous allons chercher, il demande aux meilleurs ingénieurs de se réunir pour fabriquer tout et permettre au moins à l'argent de circuler localement. Parce que tout l'argent que nous utilisons, nous dépensons pour payer l'électricité à la fin du mois, pour payer des charges dans nos téléphones, c'est parti par le jeu des multinationales, ça part à l'étranger. Rien ne reste dans nos... D'où la production sur place. Il n'y a pas de production. Nous devons renforcer notre tissu de production. Sinon, nous endetterons. Le taux d'endettement est soutenable, mais nous ne produisons pas. Voilà. Nous dépendons de l'extérieur. Même la Tissutech, à travers le coton local. La Tissutech nationale n'existe pas. Nous achetons, comme mon costume que je porte, il est importé. Vraiment, nous devons tout faire pour produire et faire en sorte que l'argent, chaque fois que vous avez payé l'eau, l'électricité, le téléphone, ça part à l'étranger. Et vous avez des Heineken, que moi j'aime bien boire, qui sont arrivés, qui sont des marques déposées, qui viennent écraser la petite industrie brassicole locale. C'est-à-dire que nous avons... Quels sont nos choix stratégiques? Avons-nous la maîtrise de notre destin? Le président avait dit en son temps, consommons camerounais aussi, je crois que c'est aussi cela. On reste toujours dans la consommation et puis le temps de vie de l'État. On parle d'environ près de 17,3 milliards pour la présidence de la République, environ 9 milliards, 200 millions pour les frais d'émission. Ce sont quand même des chiffres qui... C'est ahurissant, ça donne froid au dos lorsqu'on sait la masse de Camerounais qui souffrent, qui n'ont même pas, qui vivent en deçà de la pauvreté, du seuil de la pauvreté. C'est ahurissant qu'on dépense autant d'argent et pour les missions, et pour les frais de bouche, et pour acheter des véhicules administratifs. Il y a des hauts fonctionnaires qui ont des véhicules dont ils n'ont pas encore enlevé la bâche dessus, c'est là dans la villa, le chalet. Ils se contentent de les admirer, ça va faire plaisir. C'est un gros problème. Et je dis, Charles Atanamanda dit que le personnel et la masse salariale de l'État est maîtrisée. Il a tout faux. Mais vous ne m'écoutez jamais. Je n'ai jamais dit que c'était maîtrisé. J'ai dit tout le contraire. Il a tout faux. C'était prévu pour que ça soit maîtrisé. Écoutez-moi bien. Non, vous voulez le débat, il n'y a pas de débat. On a rectifié. Rectifiez-le. Je l'ai déjà fait. Rectifiez-le encore qu'il entende bien. Il a entendu. On n'a pas entendu. Pourquoi donc, malgré il pose maintenant la question. Malgré tous ces rassemblements. C'est pas bien quand on est sur le plateau. S'il vous plaît. Parce que Charles Atanamanda aura... Non, il faut m'écouter. Non, vous ne m'avez pas écouté, c'est un peu gênant. Il nous a compris. Vous êtes un grand journaliste. On a rectifié, il nous a compris. La question maintenant, c'est rectifié déjà. Voilà. Parce qu'on dit la même chose dans le débat. On avance. À quoi servent donc tous ces recensements qui sont faits au sein de l'administration camerounaise si on ne peut pas maîtriser le personnel, si on ne peut pas maîtriser la masse salariale de l'État? C'est un problème. Et puis, Charles Atanamanda dit que la presse... Je vous donne la parole. La presse a parlé de relations politiques. Il a justement donné la preuve que c'est quelque chose qui n'a pas de fil conducteur. Il parle du premier ministre Sinoni
qui se retrouve aujourd'hui en prison parce qu'il aurait bloqué le recensement. Mais c'est justement ça la preuve de l'amalgame dans cette opération. C'est-à-dire que c'est une opération a priori de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, mais sur fond de règlement de compte politique, on ne peut pas le nier. Un certain nombre de dossiers, on voit bien. Au départ, on parle de 1000 milliards que tel a détourné. Après enquête, la somme fond comme beurre au soleil. Il y a beaucoup de preuves. On mélange tout. Or, c'est une opération méritoire, une opération louable, qui doit se faire sur des canons traçables. Okay. Par exemple, la déclaration des biens. Vous sortez par là. Voilà, la déclaration des biens. D'où vient-il que jusqu'aujourd'hui, cette disposition de la Constitution, qui date de 1996, n'est pas toujours appliquée? En même temps, on proclame qu'on lutte contre la corruption. Alors, ça. Monsieur, moi, je ne fais pas le débat avec Tanamanda. Je donne les faits, monsieur Tanamanda. Et là, peut-être pour des déformés, moi, je les donne. Voilà, et de son vivant, il est là, hein. Personne ne va préciser sa pensée. Charles, vous semblez dire tout à l'heure que vos propos ont été tronqués par Georges-Alain Boyomo. À votre avis, je suis assez étonné. Georges-Alain Boyomo est un grand professionnel. Heureusement, je ne m'adresse pas à M. Boyomo. Moi, je m'adresse au grand public qui nous écoute. Et quand on est sur un plateau de télévision comme celui-ci, nous devons nous écouter, on doit écouter les interlocuteurs. Ne venons pas ici avec des idées reçues et des clichés. J'étais en train de partager avec le grand public, si vous voulez, une partie de l'histoire récente de notre administration publique. Je parlais d'une période qui partait de 2004 en 2006, d'une opération constante, qui avait pour finalité dois-je vous demander de refaire une lecture fragmentaire de ce que j'ai dit quand on est sur un plateau de télévision? J'ai dit il y a une opération d'assainissement du fichier solde et des personnes de l'État du Cameroun qui a été lancée, une opération qui a été plombée. Cette opération qui pourtant, justement, j'étais en train de dire, M. Boyomo, que les fruits n'ont pas su tenir la promesse des fleurs. Okay. Parce que en 4 ministères assainis, on était déjà à 13 milliards de plus-value collectée et l'opération a été tout à fait arrêtée. Donc, je reviens à l'essentiel pour dire que quand je... Vous voyez bien que Georges-Alain vous a rejoint. Non, M. Bouba, justement, ils cherchent tous le débat pour rien, ils ne m'écoutent pas. Et je voudrais... C'est une motion d'ordre. Messieurs, non, c'est une motion d'ordre. Je vais clôturer. C'est une motion d'ordre, chers compatriotes. Quand nous venons sur les plateaux de télévision... respectons-nous. Moi, je ne viens pas ici pour faire du populisme. Au contraire, moi, je viens avec l'information. Je suis un humble serviteur de l'État, M. Boyomo. Je parle des choses vues, des choses pratiquées. Si vous allez prendre des journaux publiés, vous verrez des articles que j'écrivais sur l'assainissement du fichier solde. Maintenant, je n'ai cité aucun nom. Vous endosserez la responsabilité du nom que vous avez cité par rapport à ça. Personnellement, personnellement, je ne viens pas, moi, quand je viens dans l'espace public, j'apporte la bonne information. Je ne viens pas là pour des débats de clochard. Je termine sur un élément important. Oui, je suis en train de chuter sur un aspect important. S'agissant de la réduction du train de vie de l'État. S'agissant justement de la lutte contre la corruption, ce n'est pas une affaire d'un seul individu, c'est une affaire de tout le monde. Je crois que M. Boyomo ne m'a pas bien compris, je vais repréciser ma je termine. Alors, quand nous parlons du train de vie de l'État, moi je suis d'accord que le peuple, après que le président de la République, ce n'était pas le 4 décembre, c'est le 9 décembre, le 9 décembre, s'il vous plaît. Parce que symboliquement, le gouvernement a été formé le 9 décembre 2011 et en 2014, le président doit retirer la parole si vous ne voulez pas avancer. Charles Tanganamanda, vous sortez du débat, s'il vous plaît. Je sors du débat pour dire simplement qu'il est important, nous sommes tous unanimes ici, qu'il est important que nous arrivions à tordre le cou à la corruption dans notre pays. Il est important que la fortune publique soit sécurisée pour le bien de tous. Il est important que les vastes projets structurants, ceux bénéficiant par exemple de l'endettement extérieur, etc., que tout cela se passe dans la rationalité la plus absolue. Personne n'a le monopole de la critique ou le monopole de l'intelligence. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous voulons tous le développement du Cameroun, du Grand Cameroun. Dieudonné Essomba, d'après des spécialistes, en construisant des forages, des hôpitaux, le gouvernement a peu de chances à capter des ressources pour rembourser la dette que le ministère des Finances estime à plus de 3 000 milliards de francs CFA. C'est votre avis aussi? Non, je crois que d'abord, nous confondons beaucoup de choses à la fois. L'État du Cameroun n'est pas le Cameroun. Il ne faut pas confondre l'État du Cameroun au Cameroun. Comment ça? La précision en veut son. Comment ça? Bien sûr. Non, je dis, l'État du Cameroun, c'est l'institution, c'est notre État. Et l'État du Cameroun représente grosso modo 25% de la part des revenus nationaux.
Mais à côté de l'État du Cameroun, il y a les autres acteurs. Lorsque nous analysons la situation du Cameroun, il ne faut pas la réduire à l'État. Voilà. Il faut faire une analyse plus globale du système. Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Parce que lorsqu'on se focalise trop sur les problèmes de l'État, on oublie que il y a eu des pays qui sont développés, même dans la corruption, à la condition que les transferts irréguliers, illégaux, qui partaient de la puissance publique dans les poches des individus, aient été recyclés en entreprise. Par exemple. Mais lorsque nous sommes dans un système qui, lui, est intrinsèquement oisif et ne peut rien développer, la conséquence, c'est que ces détournements sortent et ne font qu'amplifier l'hémorragie des devises. Donc le problème du Cameroun, au-delà de ces aspects de gouvernance opérationnelle et stratégique de l'État, touche même au système dans son ensemble, État et reste du système productif. Donc à notre articulation par rapport à l'économie internationale. Et c'est comme ça qu'il faut poser les problèmes. Il faut les poser de manière globale. Vous demandez si les forages et or. Techniquement, on ne s'endette pas pour ce genre d'opération. Pourquoi? Parce que c'est des opérations dont le bilan devise est mauvais. Notamment, on ne s'endette pas à l'extérieur. On ne s'endette pas à l'extérieur pour construire des écoles, des centres de santé. Non. Pourquoi? Parce que lorsque vous le faites, vous allez créer un flux de charges. On appelle ça les dépenses récurrentes, que devra supporter le budget d'abord. Alors que ces investissements ne génèrent pas de ressources. Deuxièmement, vous allez créer un flux d'importation que le système productif ne sera pas capable de supporter. C'est donc ça qui va donc créer ce que nous appelons endettement pathologique. C'est un endettement qui vient vous surprendre, vous vous retrouvez endetté, vous ne comprenez pas comment c'est venu. Bon, donc, c'est une erreur. Lorsqu'on voit par exemple le plan d'urgence, techniquement, ça ne se fait pas. Parce que ces projets sont en quelque sorte une sorte de consommation. Les investissements qui produisent sont par exemple des investissements dans l'agriculture, des investissements dans les usines. Ça, c'est la production. Lorsque cette production-là l'État prélève une partie et réalise donc le service, le secteur social. On ne s'endette pas, surtout à l'extérieur, pour le secteur social. Ça ne se fait pas. Parce qu'à ce moment, non seulement on multiplie, on crée une surcharge sur le secteur privé, le poids de la dette. Mais on accentue le poids de la dette et on se pousse vers l'endettement. C'est pour ça que j'ai dit les objectifs ne font pas la pertinence d'un programme. Le fait que les objectifs soient bons, applaudis, ne font pas la qualité d'un programme économique. La qualité d'un programme économique se juge sur la base des instruments techniques, notamment ce qu'on appelle les bilans fonctionnels. Bilan devise, bilan revenu, bilan impôt. Donc si les bilans fonctionnels sont mauvais, le projet peut susciter les applaudissements de tous les Camerounais. C'est un mauvais projet. Voilà, merci pour l'éclairage de l'expert que vous êtes. On sort par là avec vous, Roger Kiak de Kiki. Au-delà de la dette extérieure, il y a aussi la dette interne. Et les prestataires qui se plaignent de non-paiement de leurs factures. Parce que le système, globalement, est mauvais. Il n'est pas soutenable. C'est-à-dire que ceci engendrant cela, l'environnement est complètement mauvais. Ce qu'il était en train de dire, par exemple, quand on s'est endetté auprès de la Chine pour construire le barrage de Lac-d'Eau, le barrage de Lac-d'Eau, s'il avait été exploité à 100% de son potentiel, ou alors à 90%, nous aurait même permis de donner de vendre au Tchad, et d'en tirer une plus-value. Hormis le fait qu'on aurait vendu de l'électricité au Tchad, ce barrage permet d'irriguer les sols localement pour relancer une petite agriculture structurée tout autour du barrage, et faire vivre des petits commerces. Ce barrage permet de produire du poisson qu'on pouvait aussi vendre. Donc, autour de ce barrage, on structurait tout un pan de l'économie, tout au moins sur cette localité. Mais ce n'est pas le cas. Ça a été transformé en éléphant blanc. Au contraire, ça consomme en termes de réparation,
Et l'ouvrage n'est pas bien bouclé. On est même incapable de tirer pour notre consommation locale l'énergie qui est produite là-bas. Vous voyez que la dette, on s'est endetté, c'était un mauvais choix, une mauvaise orientation. Quand le président du Nigeria, Buhari, dit que puisque les États-Unis refusent de me donner, de me vendre des armes, je vais fabriquer désormais les armes. L'Afrique du Sud en fabrique. Vous voyez, c'est un choix stratégique. Je vais fabriquer, c'est un exemple. Je peux dire, je fabrique désormais les compteurs électriques. Je fabrique désormais les téléphones portables dans mon pays. Je les vends au Cameroun, je les vends au Tchad. C'est-à-dire qu'il y a le type de choix que ceux qui ont eu la mission de conduire, de présider destiné dans la nation, doivent poser dans le sens de développer le pays. On ne peut pas simplement être là pour consommer des voitures, pour consommer des montres. Vous allez rencontrer un ministre des montres de luxe. On ne peut pas uniquement le faire. C'est-à-dire que nous devons avoir des choix de production et des bons choix. Des bons choix de production. On peut parler toute une journée sur cette question. Vraiment, je pense que par rapport au train de vie, l'État, il faut envoyer un signal fort au peuple pour montrer que on ne demande pas simplement à la majorité de se serrer la ceinture. Par exemple, Buhari a réduit son salaire. On pourrait par exemple imaginer au Cameroun que les ministres, dans un contexte d'austérité, réduisent la consommation du carburant. Les bons carburant. On envoie peut-être les ministres en congé peut-être pour 15 jours, ou bien qu'on réduise effectivement les frais d'émission. Bref, il faut un signal fort par rapport à cela. Et l'exemple de l'Agde, je pense qu'il a été pris très opportunément, parce qu'autour de l'Agde, par exemple, il était prévu un projet de développement de la riziculture. Qui n'existe pas jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est bien cela. Donc, les mauvais choix de nos dirigeants nous ont conduits là où nous nous trouvons. Cher monsieur, merci d'avoir apporté votre contribution sur cette question. On prend maintenant le reportage de la semaine qui parle de la question de l'urbanisation au Cameroun, qui est un véritable serpent de mer. Nous avons pris le cas de Yaoundé. Les urbanistes, le ministère en charge et la communauté urbaine de Yaoundé dans ce processus substitution des bidonvilles en des cités organisées ne parlent pas le même langage. Malheureusement, les populations au centre subissent cette situation, les répressions subséquentes. Voici le reportage que signe Arnaud Gueffak, Francis Gemna. Yaoundé, cliché vu d'un coin du quartier Liguéjoa, promiscuité et insalubrité dans leur meilleur état. L'hymne de la raison fait de l'urbanisation ici un véritable leurre. Construction à audace poussée dans l'anarchie. Parler d'un plan d'urbanisation là, c'est comme faire résonner la cloche dans les oreilles des sourds. Mais je dois vous dire la vérité, il y a un plan. Mais il n'est pas adapté aux conditions actuelles. C'est peut-être tout le problème de la capitale politique camerounaise, intentionnellement voulue belle par les ayants charge. Mais les bidonvilles à Yaoundé, il y en a dans tous les coins. Morceau choisi, Kolbikok, un quartier bien populeux de l'arrondissement de Yaoundé 6. L'un des fiefs du désordre et de la saleté que bien de gens appellent la honte de notre Yaoundé. Ici, en théorie, se dessine un changement. Les initiateurs ont appelé ça le programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Le premier impact, c'est le changement de la physionomie urbaine du quartier. Et ceci se fait en concertation avec la population. Ça veut dire qu'il faudra reloger ceux qui sont dans les bidonvilles. Où est-ce que vous allez les loger? La réserve foncière n'est pas suffisante pour faire du logement social. Et lorsque vous aurez même cette réserve foncière, vous serez incapable de construire des logements accessibles à tout le monde. Nous ne déguerpissons pas. C'est une éviction. Nous faisons de telle sorte que les départs soient accompagnés. Un regard croisé espère et tutelle houleux. Interrogeons pour s'en rassurer les procédures des projets semblables perçus comme thérapie pour une urbanisation planifiée. Le gendarme s'appelle la communauté urbaine de Yaoundé. Dans son champ lexical, le mot le plus récurrent, c'est déguerpissement.
et elle en fait à profusion. Qui habite le marécage doit savoir ce qu'il a à faire. C'est comme ça. Le texte est clair. Le texte est clair. Il y a le marécage, les ravins, les reliefs, à côté des rails, en bas de la haute tension. La règle a peut-être pour exception le riche. C'est pour cela que cet immeuble est encore là. Oh, c'est une affaire de moyens. Vous voulez construire ici, vous faites la demande de permis de bâtir. On a une équipe qui vient sur le terrain pour examiner si c'est possible. Et si vous avez les moyens, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Question autour de l'opportunité. Quel déguerpissement pour quel projet? Difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est que les zones déguerpies sont parfois restées l'ombre des ruines des années plus tard, qu'a évocateur Ntaba à Yaoundé. Nous sommes en Taba. 7 ans exactement après le déguerpissement, rien de concret fait sur les lieux. La broussaille vit son règne, les maisons en matériaux provisoires renaissent peu à peu par endroits. L'intention des bâtisses normales, celui à travers des parfums déjà partis là. Comme un retour à la case des pardons, la politique d'urbanisation et son plan à prend-on des experts est faussé à la base par ces chiffres. Il faut à un moment donné faire un recensement fiable. Je ne sais pas si vous avez déjà été recensé dans votre vie, mais moi je suis dans un quartier où normalement je devrais avoir été recensé. Moi je n'ai jamais vu un agent recenseur. Ce qui veut dire qu'on a forcément des données fausses. Les chiffres de l'ONUDU révèlent que la croissance urbaine au Cameroun oscille entre 6 et 7%. Le taux d'urbanisation, lui, est à environ 60%. Sauf que la majorité des citadins est sans logement véritable. Ils sont soit locataires des bidonvilles, soit locataires des marécages, entre autres. Ceux-là sont en effet eux aussi en ville. Et là, le business du logement se porte tout aussi bien. Voilà, on parle de la deuxième thématique consacrée à la transhumance politique au Cameroun, avec bien sûr en toile de fond le cas Albert Zonga qui continue de défrayer la chronique. Pour vous, qu'est-ce qui peut pousser Roger Kiek Dekiki, un leader de parti politique, à quitter un parti pour un autre? Je vous assure que c'est tout à fait amusant. Amusant parce que notre environnement sociopolitique en a reçu un grand coup. Quand vous voyez le taux de participation des populations aux scrutins électoraux, vous comprenez qu'il y a comme une espèce de dépolitisation, un manque d'engouement désormais par rapport aux années 90 qui ont charrié l'engouement du peuple. On voyait le peuple uni comme un seul homme derrière les leaders, etc. Mais ça a presque changé. Et pourquoi? Parce que quand moi je fais un diagnostic de la situation, je me rends compte que la plupart de tous ces leaders sont d'abord issus du parti unique. Tous là. C'est-à-dire que après la démission de M. Aïdio, l'accession du président Biya au pouvoir, les schismes sont partis de l'UNC, c'est-à-dire que ce soit M. Aïssi Vodor, que ce soit M. Ebois Samuel et tous les autres, ils étaient compagnons ensemble. Par la suite, vous comprendrez que le SDF est né parce que M. Foundi, battu aux élections par Achille Ajou, décide de claquer la porte du RDPC. Par la suite, vous avez des anciens de l'UNC. C'est-à-dire que M. Bello, UNDP, M. Tiroma a été président de la section des jeunes. Il a gagné des élections pour diriger la section des jeunes de l'UNC en France. Vous pouvez le lui demander, etc. Finalement, c'était peut-être des membres d'une même famille et ça tourne toujours autour du principal leader. On quitte M. Biya, on revient plus tard. Vous avez quelqu'un comme Albert Zonga, ça c'est la dernière actualité en date, qui vous a dit non, le renouveau a détruit toutes les aspirations du peuple camerounais. Zonga aurait pu, ils étaient brillants, Jean-Jacques Kindi et lui, quand ils ont dirigé, ils ont animé le RDPC dans le Vouri, dans le littoral autrefois.
Ben, ils ont progressé, ils n'étaient plus d'accord, ils sont partis. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il vient à nouveau de s'engager à revenir dans le parti parce qu'on lui a promis la section RDPC de Douala 5 et là, le fauteuil laissé par Foning. Ça fait rire. Mais vous êtes du Grand Nord et du Sahel. Dans le Sahel, on appelle cela le nomadisme. Ça s'appelle le nomadisme pastoral, c'est-à-dire les nomades, les berbères, les peuples, vont de pâturage en pâturage à la recherche de l'eau potable et de la nourriture. C'est des Mbororo pour être vont de pâturage à la recherche de l'eau potable et de la nourriture. Rendu en politique, j'ai l'impression que les gens cherchent de la nourriture et de l'eau potable. En conséquence, ça a dépolitisé complètement les citoyens. Mais, quand moi j'ai lu le dernier rapport, vous sortez par là, l'International Crisis Group sur le Cameroun. Ils ont dit que la situation est précaire et nécessite ce qu'on appelle un renouvellement de la classe politique. Des gens relativement jeunes et vierges qui n'ont jamais travaillé au gouvernement et qui peuvent, parce qu'on les Occidentaux ont analysé les comportements de Olivier Billet, le parti d'Olivier Billet, le parti des foyistes, de Kawala, de Kamto qui est le seul à avoir flirté avec le gouvernement, pour dire que les gens veulent quelque chose de nouveau. Tous les anciens partis n'ont pas connu de renouvellement. L'opposition n'a pas connu de renouvellement. La transhumance politique, entendre parler, Roger Kiek, des Kiki, n'est-elle pas finalement un facteur de désaffection de la politique au Cameroun, vous qui êtes un spécialiste de cette chose-là? Je voudrais croire que non. Oui, je vous remercie. Celui-là dans ma tasse de thé favorite. Et d'ailleurs, c'est cette partie de l'émission qui m'a fait vous dire oui. Et je suis au regret de me retrouver sans M. Charlie Gabriel Bock, qui était attendu pour débattre avec moi, en l'occurrence, sur cette affaire-là. Ce que je veux dire, vous vouliez parler de transhumance avec ce que je veux dire, c'est que, M. Bouba, la politique est une discipline. C'est un métier pour certains. Il s'agit là d'une branche particulière des activités des êtres humains dans l'espace public. Et dans cet espace public, vous avez 3 types d'acteurs politiques. Ou politiques et non politiques. Vous avez des hommes politiques. Vous arrivez aux affaires, votre but est de gérer la cité, conserver le pouvoir pour le bien de tous. Vous êtes donc parti au pouvoir, vous êtes leader au pouvoir. Vous avez l'opposition, vous êtes opposant. Vous créez un parti politique. Votre mission, votre destination politique finale, c'est quoi? C'est accéder au pouvoir, gérer la cité, prétendument pour le bien de tous. Vous avez la société civile qui, elle, n'a pas pour finalité d'accéder au pouvoir, mais de jouer le rôle de contre-pouvoir pour que le pouvoir ne soit pas trop puissant pour qu'il en vienne à écraser le grand nombre. Voilà, il fallait d'abord que je partage cela avec le grand public qui nous écoute et nous regarde. Pour dire quoi? Pour dire que pour moi, je ne suis pas scandalisé par la transhumance politique. Parce que ce que je questionne, c'est les convictions de ces hommes politiques. Parce que en politique, précisément, il y a une maxime qui est au cœur. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Alors, dit mon ami, si au point A, votre conviction était de créer un parti politique pour essayer de prendre le Cameroun et le diriger, vous vous rendez compte au bout d'une vingtaine d'années, je fais l'analyse, moi je parle en analyste politique et en sémioticien du politique. Personne ne vous le conteste. Et donc je le dis pour préciser que personnellement, vous verrez là où je serai, probablement je vais prendre une direction opposée à toute cette affaire-là, mais de manière factuelle, un homme politique qui quitte un parti politique pour un autre ne devrait pas être perçu comme un pestiféré, si tant il est que nous sommes dans une discipline qui s'appelle la politique, qui est un métier pour le dit homme politique. Ça, c'est la science. Et maintenant, à l'épreuve de la pratique, qu'est-ce que je vais dire? Vous avez des convictions, vous dites tel parti est un parti de pourri, tel homme vraiment c'est un homme qui a fait tomber le pays, etc. À un moment donné, vous réalisez que non, vous le faisiez simplement parce que vous n'avez pas l'intellect. Alors, oui, déjà il faudrait, j'en arrive. Vous vous rendez même compte que vous êtes un homme politique, vous avez un parti politique qui n'a pour seul militant parfois que vous-même, votre épouse et encore. Vous faites donc toute la lecture globale. Parce que quand vous regardez les différents transhumants, entre guillemets, pour citer les médias, pour reprendre M. Bouba, vous verrez finalement qu'ils sont in fine. Ils font preuve d'intelligence politique. Parce que pour ne pas
Vous allez laisser laissez-moi terminer. Moi, je voudrais chuter, M. Bouba, sans pression. Vous m'avez invité, permettez-moi de parler calmement, comme les autres. Vous n'allez pas aussi parler toute la journée. Point du tout. La preuve est que je n'ai pas de temps d'antenne et j'en ai pas besoin. Voilà, donnez-moi un temps d'antenne, même 30 secondes, je dis les choses qu'il faut. Je suis en train de parler politique pour dire simplement que ceux qui quittent des partis pour d'autres partis, ce que les militants, ce que l'opinion publique, ce que le peuple de la politique attendrait d'eux, et en droit d'attendre d'eux, c'est d'abord qu'ils fassent preuve, qu'ils excipent leur conviction pour la République, leur conviction pour le pays, leur conviction pour le Cameroun. Et de deux, pour terminer, il peut y avoir des questionnements sur leur honnêteté, il peut y avoir des questionnements sur leur sérieux. Okay. Tout cela, j'ai envie de dire, quand on est un homme politique, on a l'obligation de savoir soigner son image à un moment comme un autre, mais il n'est pas interdit de changer un parti politique, d'en créer un et de dire qu'aujourd'hui, je veux me lier à un tel autre. Même dans des grandes démocraties libérales, il y a eu des alliances à ce niveau. Aller en France, aller aux États-Unis, aller en Grande-Bretagne, cela existe. Mais c'est les convictions chez nous qui font problème. Ont-ils vraiment des convictions pour le Cameroun? C'est différent, transhumant. La question reste sur votre table, M. Bouba. Merci à vous. Sur cette question, à la suite de Roger Kiak-Dekiki, qui a recensé bon nombre des personnalités politiques qui ont changé. Nous, on les a même appelés sur ce plateau, entre guillemets, des Mbororo. Est-ce que cela ne renvoie pas à une mauvaise image de la classe politique camerounaise? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent qu'ils brandissent une mauvaise image de la classe politique camerounaise. Je suis d'accord sur un plan avec Charles que quitter un parti politique pour un autre ne doit pas faire de vous une fripouille. Non, pas du tout. Ça peut être un choix. Ça peut être un choix par rapport à ses ambitions. Par exemple, le cas Zongan, on a bien vu comment Zongan s'est mis à fond pour le RDPC lorsqu'il était député, lorsqu'il était à la section du bruit. Il est tout à fait de bon droit, c'est à bon droit que le RDPC peut estimer que M. Zongan est important, après le départ, la disparition de Mme Founing, pour relancer le RDPC au niveau de la section, même si j'ai trouvé dans les éléments de motivation de cette démarche chez le président national. Il y a beaucoup d'opportunisme. Oui, peut-être pas beaucoup d'opportunisme, mais surtout la formulation, le libellé de la note du secrétaire général du RDPC adressée au président national, où on parle de contrer des activistes, on parle de Maurice Kamto comme activiste, on parle de Ninche. Mais qui avait intérêt à mettre tous ces genres de documents sur la place publique? Certaines personnes, je ne vais pas citer leur nom, mais on voit bien qu'il y a eu une contre-note au niveau de la présidence de la République. Il est possible que la fuite se soit opérée à ce niveau-là. Donc, on peut effectivement quitter un parti politique pour un autre sans que ce ne soit un scandale. Maintenant, comment ça se fait? Et c'est là où je suis plus d'accord avec Charles. C'est-à-dire lorsqu'il dit que ces gens-là font preuve, en général, selon lui, d'intelligence politique. Non. Alors, si l'intelligence politique, c'est d'avoir... L'analyse. Moi, je ne suis pas sémioticien, mais bon, je peux quand même placer un mot sur ce débat. Si quitter un parti politique pour un autre, pour des intérêts bassement alimentaires, laisser en plan tous ces militants, dire qu'on n'est que biaïste, qu'on n'est pas du RDPC, on n'est que biaïste, alors qu'on ne peut pas être on ne peut pas aimer le pape sans aimer l'église catholique. Non, il y a des vrais biaïstes qui peuvent... Non, on ne peut pas aimer Roger, on ne peut pas aimer le pape sans aimer l'église catholique. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, c'est l'un dans l'autre. C'est l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aimer Paul Biya et ne pas être d'accord avec le RDPC. Il est biaïste, mais il n'est pas RDPC. Alors, je pense que je ne vais pas pousser personne. Je ne vais pas pousser personne. Moi, je sais qu'il n'a cité personne. Alors, on ne peut pas dire hier que M. Biya est un architecte destructeur. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et demain, on dit que M. Biya est un champion en matière d'économie, en matière de politique, en matière... Je pense que c'est un problème. Et le citoyen roi, parce que c'est le citoyen qui est roi en politique, perçoit ça certainement avec beaucoup d'agacement, beaucoup de désaffection. Et donc, on aura beau dire que non, vraiment, toutes les règles sont claires, participer aux jeux politiques, les populations ressentent cela comme une trahison. Et surtout que ces gens-là, on a bien vu pendant longtemps, on ne peut pas se tromper pendant aussi longtemps. Alors, et dit demain que non, vraiment, il n'y a que les imbéciles qui changent pas la vie. C'est trop facile. Dieu donné Somba, si et pour d'aucuns, les raisons sont basées par exemple sur des frustrations. Prenons le cas du RDPC. Malgré les frustrations, peu de militants démissionnent du RDPC. Pourquoi cela? D'abord, il faut d'abord noter que nos partis politiques n'ont pas
des identités idéologiques bien séparées. C'est-à-dire, grosso modo, ils s'opposent plus sur des aspects opératoires de la gestion. Ils disent, on est d'accord avec l'idéologie du RDPC, mais c'est les voleurs. Donc, ce qu'on veut, c'est les remplacer pour être un système plus honnête. Parce que si on prend les partis en Europe, en France, que nous connaissons, lorsque quelqu'un part d'un parti à un autre, il y a la violation d'un mode, d'une perception de l'existence. C'est-à-dire que, parce que quand on parle de la gauche, on a une manière de voir comment le système est structuré, le système de la gauche est structuré. Quand on parle de la droite ou de l'extrême droite, c'est clair. Donc c'est difficile que quelqu'un parle de l'extrême droite pour aller à la gauche. Parce qu'il y a une discontinuité dans la manière de percevoir la gouvernance du pays. Alors que lorsque quelqu'un part du SDF, de l'UNDP, et va au MDR ou au RDPC, il n'y a pas de discontinuité. Il n'y a pas. Donc il y a déjà cette facilité-là. Facilité aggravée par le fait que la misère généralisée, l'absence d'opportunité, a transformé l'action politique en une recherche d'opportunités. Continue d'emploi. Lorsque beaucoup de gens adhèrent au RDPC, bon, ils ont peut-être pris acte que le RDPC est là. Il est là et il y a la haute élite. Vous savez très bien, moi je suis de la Léquier et je vois comment mes frères se battent. C'est un meilleur cas administratif. Et partout, vous allez voir chaque élite qui convoite un poste ministériel et essaie d'imposer le calme à ces gens en leur disant vous risquez de nous faire perdre un poste ministériel avec une agitation stérile. Parce que si j'ai ce poste, vous-même vous savez très bien que vous serez en haut. La fête va commencer à s'organiser le matin, midi, soir. Donc, nous sommes beaucoup plus dans une logique d'opportunisme généralisé. Les gens adhèrent au RDPC. C'est pas par conviction. Ne pas adhérer au RDPC. Ne pas adhérer au RDPC. C'est courir le risque de perdre des opportunités. De manger. De sortir de la mangeoire. Peut-être précision de Charles Atangalamanda et puis on revient. Donc, lorsque l'ordre là revient au RDPC, c'est évidemment, à mon sens, il a pensé qu'il pouvait avoir une position de négociation forte à l'extérieur. Il s'est rendu compte que c'est peut-être mieux d'être retour à la case départ. Je pense que la seule précision que je me dois de faire, c'est simplement que nous sommes dans une discipline particulière. Je voudrais que nos compatriotes qui est la politique utilement qu'est la politique. Et la politique telle qu'elle est faite chez nous. Qu'est-ce que nous faisons cette mi-journée sur ce plateau de télévision? Nous sommes en train de structurer, moi personnellement depuis bientôt 20 ans, le débat démocratique dans notre pays. Pourquoi je quitte la campagne? Pour venir, je dis, j'apporte mes convictions sur la place publique. Dans des grandes démocraties libérales, comme j'aime bien les nommer, eh bien, Monsieur Bouba, vous n'êtes pas appelé à une charge ministérielle en France. Si on ne vous a pas préalablement entendu dire vos convictions pour la France, pour la grandeur de la République, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne vous a pas eu avec un mandat électif à la base, si vous n'avez pas pu être maire d'une ville de France, député à l'Assemblée, conseiller municipal simplement. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? C'est ça que je suis en train de dire, donc, la façon dont la politique est faite chez nous. Parfois nous, quand nous venons présenter nos convictions à nos compatriotes, à une époque, il y a quelques années, c'était nous regarder différemment. Aujourd'hui, nous avons la chance nous nous rendons compte qu'il y a un regard sérieux qui est posé sur nous aujourd'hui. Parce que la production de la parole politique, elle, si vous voulez, excipe les convictions de l'homme politique, parce que quand vous rentrez dans l'espace public pour dire au Cameroun ce que vous voulez faire de lui, les Camerounais vous écoutent et peuvent avoir confiance en vous. Et ceci expliquant cela,
J'ai terminé tout à l'heure, Georges-Alain Boyomo aurait dû être complètement d'accord avec moi. J'ai pris un cas d'un homme politique qui n'a pour seul militant que lui-même et son épouse, par exemple, et encore, et je disais que pour ce cas-là, ce serait donc de l'intelligence politique que de se dire autant retrouver une grande famille politique qui est aux affaires. Mais très sérieusement, Bouba, je termine pour dire que nous pensons que nous, les analystes, nous, les leaders d'opinion, on devrait pouvoir laisser au peuple de la politique le soin d'apprécier. Dire qu'il y a des affections, c'est des clichés journalistiques. Parce que c'est sur le terrain politique que tout cela est apprécié. Quand le corps électoral est convoqué, on voit quel est le parti politique qui a le maximum d'adhérents. On voit quel est le parti politique et le leader qui font shield. C'est cela qu'il faut dire. Deux dernières questions pour sortir définitivement de ce débat. D'abord avec vous, Roger Kiek de Kiki. Vous avez fait tout à l'heure un cliché, et quand on regarde un peu les leaders des partis d'opposition, Nidjon Fundi et Adamou Damjoya, pour ne citer que par exemple que ces deux-là qui vraisemblablement trouvent leur compte. Est-ce que, in fine, on n'assiste pas à un retour au parti unique au Cameroun? C'est tout à fait cela, et je vais dire à M. Atanamanda qu'il y a une césure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que ça a encore à voir? Répondez à la question, M. Kiek. M. Atanamanda, on dit la même chose. Répondez à la question. La science ne restera que science. La politique sera un art sur le terrain. C'est bel et bien... Un art. Deuxième chose, nos hommes politiques sont complètement organiques, donc fragiles. C'est-à-dire que la politique telle qu'il l'a dit chez nous, telle que ça se fait, c'est différent des idéologies. En France, vous avez vu la gauche, la droite, l'extrême gauche, le centre, etc. Parce que les gens ont des idéologies, des convictions. C'est pas pour cela que les gens se battent au Cameroun. Hier, M. Foundi, dont vous parliez tout à l'heure, disait « Agokash Mistabia »,« Agokil Mistabia ». Mais aujourd'hui, vous les voyez cohabiter avec M. Biya, parce que l'individu politicien peut trouver son compte, ce qui n'a rien à voir avec les aspirations profondes d'un peuple. Notre rôle en tant que journaliste, c'est d'analyser. Nous analysons ces faits. J'ai été à la coalition. La coalition de l'opposition. J'ai vu M. Henri Orbelen se lever pour dire à M. Fundi, vous prétendez que vous êtes le plus populaire, on peut perdre Bushman et croire qu'on peut diriger le Cameroun. J'ai vu ces gens-là incapables de s'entendre eux-mêmes aller chercher M. Akame Foumou, baron du RDPC, pour être candidat de la coalition. Entre-temps, le régime s'était débrouillé pour soustraire Akame Foumou qui se trouvait... On est d'accord. Est-ce que finalement la politique... Faites vos achats, transférez de l'argent et réglez vos factures en toute sécurité.